vous êtes venu écouter Alain Juppé. Je crois que ce qui est prévu, c'est pas un meeting. On n'est pas dans une période de meeting électoraux. Ça viendra plus tard. Je crois qu'Alain Juppé souhaite vous délivrer quelques mots, sa vision des choses, et puis après, dialoguer avec vous. Donc, bonne soirée à tous. Mesdames, Messieurs, chers amis de Saint-Dizier, je voudrais d'abord vous remercier d'être très nombreux à une heure de jour de semaine qui n'est pas évidente. Puis surtout, le soleil est tellement attractif que vous auriez peut-être préféré, comme je viens de le faire, d'être sur la place de la mairie en train de boire Coca-Cola ou autre chose. Je ne veux pas faire de publicité pour telle ou telle marque. Vous avez répondu à l'invitation que vous a lancée François Cornu-Gentille et je voudrais à nouveau vous en remercier. J'ai passé effectivement déjà un bout de temps dans cette belle ville de Saint-Dizier, et voilà ce que j'ai vu. D'abord, un député maire qui aime sa ville et qui est aimé de ses concitoyens. Et vraiment, je voudrais vous dire combien j'ai été impressionné par le travail que François Cornu-Gentille a fait depuis une quinzaine d'années maintenant, ici, avec une transformation du cœur de la ville, le déplacement de cette grande voie qu'il a coupée en deux, la rénovation de ce quartier, c'est bien le Verbois, je ne me trompe pas, où j'ai vu vraiment des logements sociaux extrêmement sympathiques et attractifs, un climat qui s'est apaisé, une insécurité qui a baissé de 50% en quelques années, c'est vraiment du bon boulot. Et puis j'ai vu quelques équipements vraiment de grande qualité, notamment la nouvelle salle des fuseaux. On est entré là-dedans. On a trouvé la lumière quand même. On a trouvé la lumière, j'ai vu que c'était une très très belle salle. Et alors, dans un autre genre, votre théâtre est un petit bijou. Un beau bijou. Un vrai joyau, je dis petit parce qu'à Bordeaux, j'en ai un qui est pas mal aussi. Mais j'étais très admiratif du travail de rénovation qui a été fait. Et si François Cornu-Gentille a été aussi brillamment réélu aux dernières élections municipales, c'est pas un hasard, c'est parce que les habitants de cette ville ont jugé le travail qu'il avait fait tout au long de ces années. Je voudrais leur dire mon admiration. Et puis, vous savez aussi que c'est un député qui est écouté dans l'hémicycle, qui réfléchit à l'avenir de notre pays. Nous avons un point commun, c'est que nous cherchons tous les deux le cap. Alors lui, il a trouvé la boussole, qui est le nom de son club, et moi, le cap, c'est ce que je voudrais, je vais y revenir, essayer de proposer aux Français dans les années qui viennent. J'ai lu, et je vous invite à le lire, le dernier livre ouvrage de François, Gouverner. Je pense que c'est une très bonne analyse de la situation, et je rejoins parfaitement sa conception du rôle du Parlement. Aujourd'hui, on a un Parlement qui pond des textes législatifs à tour de bras. Dès qu'il y a un problème dans l'actualité, on vous fait une loi supplémentaire. Je reviendrai à propos du Code du travail. Je crois que ce n'est pas la fonction essentielle du Parlement. C'est bien sûr le législateur, cela va de soi, mais il faut légiférer avec retenue. En revanche, le Parlement doit contrôler l'action du gouvernement. Il doit contrôler l'affectation de l'argent public. Il doit contrôler le budget et la dépense publique. Et je pense que c'est le message de François Cornu-Gentille dans ce livre qui mérite d'être lu. Donc, j'ai découvert quelques aspects de votre ville, et puis nous avons eu, dans ce CFA de l'industrie, 2 heures d'échange tout à fait passionnants. D'abord avec les jeunes stagiaires qui sont là, qui sont en formation. Ils étaient une vingtaine devant moi. Vous savez, quand les jeunes de 17-18 ans voient arriver quelqu'un qui voit à la télé, de temps en temps, ils sont un peu intimidés, ils sont un peu bloqués. Bien non, là, ils se sont exprimés. Ils m'ont dit vraiment quel était leur parcours, pourquoi ils avaient choisi cette filière, pourquoi, c'est intéressant, beaucoup de gens leur ont dit « Ah, l'apprentissage, c'est le dépotoir », même un qui m'a dit que c'était la poubelle, et comment ils se sont rendus compte que c'était pas vrai, et que l'apprentissage était une filière d'excellence qui pouvait amener à une bonne insertion dans la vie professionnelle. Donc c'était un échange tout à fait passionnant. Ensuite, j'ai rencontré pendant un bon bout de temps aussi des industriels, des entrepreneurs avec qui on a parlé apprentissage, formation des jeunes, mais aussi situation de nos entreprises aujourd'hui. Et je vous parle de cela parce que c'est un peu la démarche que j'ai adoptée dans cette période. Ça fait plusieurs mois que je me déplace, je veux bien dire en province, il paraît que c'est plus à la mode, on dit en région. Je veux bien la province. J'en suis, alors c'est pas péjoratif. À la rencontre des Français, parce que j'ai envie d'écouter ce qu'ils veulent dire, d'écouter pour mieux comprendre quelles sont leurs attentes, et quand on comprend, pour essayer de répondre précisément à leurs aspirations. Parce que j'ai la conviction que
de plus en plus, les bonnes solutions ne tombent pas d'en haut. Hein. Elles viennent souvent du terrain, des initiatives, de ceux qui sont au contact des réalités. Mon ami Alexandre Jardin, que vous connaissez peut-être, oppose les diseux et les faiseux. Les diseux, c'est ceux qui font des discours, et puis les faiseux, c'est ce qu'ils font. Alors, c'est ce qu'on fait dans notre boulot de maire, et puis c'est ce que font aussi nos concitoyens, qui prennent souvent beaucoup d'initiatives dans beaucoup de domaines, et c'est ça que je veux essayer de capter, pour à partir de ça, co-construire le projet que je proposerai le moment venu aux Français. D'abord à l'occasion des primaires qui auront lieu en novembre de l'année 2016, les primaires de la droite et du centre, bien entendu, et puis si je les gagne, et je vais les gagner bien sûr, au moment de l'élection présidentielle de 2017. Donc je travaille sur tous ces sujets. Là, j'ai beaucoup investi depuis quelques mois sur les questions d'éducation. Je publierai juste à la rentrée prochaine, la rentrée scolaire prochaine, un petit ouvrage où je reproduirai ce que m'ont dit les parents. J'ai lancé une consultation sur mon site à l'attention des parents. Il y aura un chapitre consacré aux paroles de parents. De même, paroles de profs. Et puis, je tracerai quelques grandes orientations. J'y reviendrai tout à l'heure si ça vous intéresse au moment des questions et des réponses. Et je vais continuer ce travail sur les autres grands chantiers qui sont devant moi. Alors, quelques réflexions ce soir avant de vous écouter, d'essayer de répondre à vos questions. D'abord, il faudrait essayer de nous mettre d'accord sur le constat. Où en est la France aujourd'hui? Comment va la France? Si on commençait par faire cette analyse et tomber d'accord, je pense qu'on aurait fait un grand pas en avant. Et le constat, de mon point de vue, c'est que la France ne va pas bien. La France ne va pas bien, sa croissance reste insuffisante pour faire reculer le chômage. Vous avez vu les derniers chiffres, qui sont encore très mauvais. Nous avons beaucoup de mal à tenir nos engagements en matière de déficit. Nos engagements, ou tout simplement nos engagements de bon sens. Si on veut réduire les déficits, ce n'est pas simplement pour faire plaisir à Bruxelles. C'est parce qu'un pays ne peut pas vivre durablement en accumulant les déficits. Les déficits, ça se finance comment quand on est un État? Par de la dette. Et donc si la dette continue à augmenter, aujourd'hui c'est 100% ou presque de notre produit national chaque année. Eh bien, ça n'est pas tenable et donc il faut inverser réellement cette tendance. J'ajoute à cela climat qui n'est pas très sain, d'exaspération sociale, d'intolérance qui monte entre les communautés. Là aussi, je suis prêt à en reparler. Et tout ça s'explique comment? Certainement pas uniquement par les erreurs faites depuis 2012. Nous avons aussi notre part de responsabilité dans ces difficultés. Mais enfin, je crois que depuis 2012, on a chargé la barque, si je puis dire, hein, avec un fort décalage entre les promesses qui avaient été faites au moment de l'élection présidentielle et puis les actes qui ont suivi, des changements de cap répétés, qui ont déboussolé, c'est le cas de le dire, beaucoup de Français et beaucoup d'acteurs économiques. Souvenez-vous, au départ, c'était la finance, voilà l'ennemi. Et puis, les grands patrons stigmatisés, il fallait que Mittal quitte la France, etc. Ça a été absolument désastreux sur l'image de la France à l'extérieur. Depuis, on a changé le cap avec le pacte de responsabilité, mais on n'en voit pas encore la traduction, et donc il y a ce sentiment qu'on ne sait pas où on va, que le cap n'est pas clairement fixé, et le résultat, c'est que les investisseurs ont le pied sur le frein et que l'activité ne redémarre pas. À cela s'ajoute un certain nombre de réformes tout à fait cafouilleuses. Je pourrais allonger la liste. Les programmes au collège. Hein. Là, on se lance sans rien demander à personne. Ça fait l'unanimité de tous les profs contre les propositions qui sont faites. Des réformes qui ne correspondent pas vraiment à des attentes des Français. Le tiers payant, par exemple, parce que c'était une absolue nécessité. Ça met là aussi tous les médecins en révolte. Il y avait d'autres priorités. Et je pourrais allonger la liste. Je parlais de l'apprentissage. Tout le monde s'accorde à dire que l'apprentissage, je l'ai dit, est une voie d'excellence. Il faut faire un effort pour le développer. C'est presque un consensus politique, à droite comme à gauche. Résultat, il y a de moins en moins d'apprentis. Le nombre d'apprentis a baissé l'année dernière, il continue à baisser cette année. Et ce n'est pas l'effet du hasard. Le gouvernement a supprimé la prime à l'aide à l'embauche d'un jeune supplémentaire en alternance, qu'il a rétabli après partiellement. On a réduit le crédit d'impôt apprentissage, on a réduit l'indemnité compensatrice forfaitaire qui était versée aux maîtres d'apprentissage,
des décrets machines dangereuses se sont multipliés sous le contrôle de l'inspection du travail. Les gens du bâtiment me disaient que quand ils recrutent des apprentis de moins de 16 ans, aujourd'hui, l'inspection du travail leur interdit de monter sur un escabeau. Parce que c'est dangereux. Un peu compliqué. Je crois que la règle a été un peu modifiée récemment, mais quand même, si on ne monte pas à l'échelle, à 15 ans, on peut y arriver quand même, même s'il faut prendre évidemment des précautions. Mais ça a l'air anecdotique, mais c'est une multiplication de contraintes de ce type qui fait qu'aujourd'hui, la vie de nos entreprises est paralysée. Voilà, donc ce qui ne va pas, je ne vais pas allonger la liste, je pourrais le faire. Maintenant, on est en période d'enfumage préélectoral. Alors, le pompon, c'est la retenue à la source. On est en train de faire croire aux Français qu'avec la retenue à la source, ils vont économiser une année d'impôt. Oui, sûr. C'est pas l'hiver. C'est incroyable. Comment se passer? Vous savez qu'en 2015, vous payez vos impôts sur les revenus de 2014, même quand vous êtes mensualisé. En 2016, si la réforme n'est pas applicable, vous allez payer vos impôts sur les revenus de 2015. Mais en 2017, si la réforme est applicable, le 1er janvier, enfin à la fin du mois, vous paierez vos impôts sur les revenus de 2017. De 2017. Alors on va vous dire, mais 2016 passe à la trappe. Mais ça ne change rien, c'est-à-dire que vous paierez autant en 2016 qu'en 2017. Il y aura un trou de trésorerie. Alors je dis souvent, c'est que l'année après votre mort, là, vous n'aurez pas à rembourser l'année 2016, 2015. Enfin, ça sera un peu tard pour bénéficier de cet avantage de trésorerie. Cette mesure en soi n'est pas absurde, on nous dit que ça existe partout ailleurs autour de nous. Bon, peut-être, parce qu'on a besoin encore aujourd'hui, pour quelque chose qui ne changera pas la vie quotidienne des Français, de créer encore un peu de perturbation dans nos entreprises, parce que c'est nos entreprises qui seront obligées de faire la retenue sur salaire. J'ajoute qu'il faudra quand même faire une déclaration en fin d'année, pour tenir compte du foyer fiscal, selon qu'on est marié, qu'on a des enfants, du quotient familial, qu'il ne faut pas tuer naturellement, parce que c'est un des grands outils de notre politique familiale, ou bien des revenus non salariaux que certains peuvent avoir, des loyers par exemple, ou des droits d'auteur pour ceux qui écrivent d'excellents livres. Je ne sais pas si se vendent beaucoup les livres politiques, je le souhaite à leurs auteurs. Voilà, donc la France ne va pas bien, je n'allonge pas mon propos. Et la France attend d'être gouvernée autrement. D'abord,